Sega, un loser sans amis du Japon moderne, se retrouve un jour en plein sommeil, projeté dans un monde de magie, de sorciers et de créatures fantastiques. Il atterrit en catastrophe, au milieu d'une académie de magie entourée de mages. Il est sous le choc car il n'a aucun souvenir d'avoir croisé un camion-kun avant d'arriver ici, tandis que tout le monde se moque de sa tenue. Louise, la mage qu'il a invoquée, tente de l'abandonner comme son père l'a fait et d'invoquer un autre familier, mais le professeur refuse catégoriquement et la force à signer un contrat avec Sato. Elle s'approche de lui mais il recule, méfiant envers les femmes. Louise lui ordonne de ne pas bouger et scelle un contrat entre eux. Une marque apparaît sur sa main, signifiant que le lien est désormais établi. Il découvre que Louise est une mage issue d'une noble famille, mais qu'elle est totalement nulle en magie. Tous ses sorts échouent lamentablement et se retournent contre elle, ce qui lui vaut le surnom de Zéro par tout le monde. Elle le ramène dans sa chambre, toujours furieuse contre lui, et commence à le traiter comme un domestique, lui jetant ses vêtements à laver. Seido tente de se rebeller et lui dit d'aller se faire voir, mais elle sort sa baguette et lui jette un sort qui bien sûr échoue et provoque une nouvelle explosion. Une fois que tout le monde s'est un peu calmé, Seido décide de tenter sa chance et s'enfuit de la chambre, dévalant les couloirs où il percute un blondinet un peu bonnet nommé Gish. Il ne s'arrête pas et continue de courir jusqu'à se retrouver hors du bâtiment, avec Louise à ses trousses. Mais Gish utilise sa magie pour soulever Sato du sol et le maintenir en l'air. Tout ce que Sato peut faire, c'est agiter les bras tandis qu'il aperçoit deux lunes dans le ciel, réalisant que ce n'est pas un cauchemar, mais qu'il a bel et bien été transporté dans un monde parallèle. Cette nuit-là, Sato a dû dormir par terre, enchaîné par Louise pour l'empêcher de s'enfuir. Elle lui a jeté ses vêtements à laver, ce qu'il a accepté à contre-cœur, comprenant que c'était la norme dans ce monde. Elle a ensuite dormi à côté de son lit, et le lendemain, il s'est levé tôt pour laver ses affaires et les lui apporter. Elle a mentionné d'autres vêtements sales dans son tiroir, ce qui l'a irrité, mais il a laissé passer. Elle lui a demandé de l'aider à s'habiller, mais il a refusé, affirmant qu'il n'était pas son serviteur et ne le ferait que si elle le libérait de ses chaînes. Elle a accepté et il l'a habillé. Une fois libéré de ses chaînes, ils se sont rendus à la salle à manger pour le petit déjeuner. Sato, qui n'avait rien mangé depuis son arrivée dans ce monde, avait faim, mais il a remarqué les gens chuchoter et les fixer du regard. Louise lui a ordonné de tirer sa chaise, puis lui a dit de s'asseoir par terre, près de ses pieds. Il a mangé un morceau de pain rassis sur une assiette cassée. Après le petit déjeuner, ils sont sortis et il a vu d'autres étudiants créer des liens avec leurs familiers. Il a croisé Frederica, qui avait une salamandre cracheuse de feu comme familier. Elle s'est moquée de Louise, suggérant qu'elle avait fait passer un paysan pour un familier invoqué. Louise s'est vexée et est partie. Sato a accidentellement percuté une servante nommée Siesta qui a laissé tomber un gâteau. Ils se sont tous deux excusés et il a ramassé le gâteau pour le remettre sur l'assiette. Siesta, une autre paysanne, lui a confié qu'elle n'était qu'une simple servante, pas un familier. Gish, que Sato avait vu flirter plus tôt, a appelé Siesta. Sato a demandé s'il pouvait lui apporter le gâteau, ce qu'elle a accepté. Il a porté le gâteau à Gish, qui était avec une fille, et a entendu Gish affirmer qu'il n'avait personne d'autre dans sa vie qu'elle. Sato n'a pas pu s'empêcher de rire de ce mensonge éhonté. C'était tellement ridicule. Seido a alors révélé qu'il avait vu Gish flirter avec une élève de première année la veille. Gish a tenté de nier, mais Seido a désigné la fille de la veille, exposant ainsi la supercherie de Gish. Les deux filles ont découvert l'existence l'une de l'autre et ont giflé Gish, qui est tombé par terre. Gish a défié Sato en duel, ce qu'il a accepté. Louise a insisté pour qu'il s'excuse, mais Sato l'a ignoré et s'est dirigé vers le lieu du duel. Gish fut surpris de voir Sato se présenter. Louise a tenté d'intervenir, rappelant que les duels étaient interdits sur le campus. Gish a rétorqué que les duels entre nobles étaient proscrits, mais qu'un paysan comme Seido rendait la chose tout à fait acceptable. Le duel a commencé, mais Gish a utilisé un robot pour combattre à sa place, au lieu d'affronter Seido directement. Seido a été frappé par le robot, est tombé, et Louise l'a encouragé à abandonner, mais il a refusé. Malgré ses blessures, il se relevait sans cesse. Gish lui a alors donné une épée pensant que Seido ne pourrait pas la soulever. Étonnamment, Seido a senti sa douleur s'estomper, est devenu plus fort et a tranché le robot en deux d'un seul coup. Gish a invoqué d'autres robots, mais Seido les a tous vaincus, avant de pointer son épée sur la gorge de Gish, le forçant à se rendre. Les gens étaient stupéfaits qu'un paysan ait battu un noble, et Louise s'est précipitée vers lui. Épuisé, Seido est tombé inconscient. Il s'est réveillé dans un lit familier couvert de bandages. Siesta était dans la pièce et elle a informé qu'il avait été inconscient pendant 3 jours. Louise était également là, endormie près de la fenêtre, épuisée d'avoir veillé sur lui. La vie de Seido reprend son cours normal, il doit désormais laver tous les vêtements et habiller Louise chaque jour. Un jour, il l'accompagne en classe et là, elle est la cible de moqueries, tout le monde l'appelant Louise la Zéro, ce qui amuse Seido. En sortant, il interroge Louise à ce sujet et elle lui explique pourquoi on l'appelle ainsi. Il trouve ça très drôle, se met à rire d'elle et l'énerve encore plus. Il finit même par composer une chanson pour la railler davantage, sans aucune raison valable. Quel idiot! Louise se fâche contre lui et refuse de lui donner à manger ce jour-là. La nuit, Sato la supplie constamment de lui donner de la nourriture, et quand elle accepte enfin de lui servir le dîner, Sato, ce grand bonnet, finit par se moquer à nouveau de son nom, ce qui la met encore une fois en rage, et elle le force à dormir dehors. Alors qu'il essaie de dormir dehors, il est aperçu par Siesta. Il lui raconte qu'il a été mis à la porte par Louise et qu'il n'a rien mangé.
Siesta finit par l'emmener à la cuisine, où un groupe de travailleurs lui donne beaucoup de nourriture car il est le seul paysan à avoir jamais réussi à vaincre un noble. Il mange à sa faim et retourne à son grabat devant la chambre de Louise, où il est capturé par la salamandre de Frederica. Celle-ci l'enlève et l'emmène dans sa chambre. Elle tente de le séduire pour qu'il change de camp, passant de Louise à elle, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Louise arrive dans la pièce et le traîne de force dans sa propre chambre. Elle lui explique que sa famille et celle de Frederica sont en désaccord, et même si elle ne se soucie pas de lui, elle ne le laissera pas s'approcher de Frederica. Seido cependant semble avoir les compétences de sociale d'une moufette et finit par lui demander si elle est jalouse, ce qui la fait sortir de ses gonds et le tabasse copieusement. Après cela, elle lui dit d'aller dormir tranquillement car ils iront en ville demain. Seido s'apprête à sortir de nouveau, mais elle l'arrête et lui dit qu'il peut dormir dans la chambre, ce qu'il accepte avec gratitude. Le lendemain, Louise emmène Sato en ville à cheval. Elle lui a dit que Frederica semblait s'intéresser à lui et a insisté sur le fait qu'il avait besoin d'un moyen de se défendre. Ils ont visité la forge d'un forgeron, où Louise a demandé leur meilleure épée mais a été choquée par le prix. Elle a ensuite demandé quelque chose dans son budget et s'est rabattue sur une vieille épée rouillée. Ce soir-là, Frederica est entrée dans leur chambre avec une épée dorée qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Elle l'a donnée à Sato, lui demandant de quel côté il voulait être. Sato semblait confus car il voulait l'épée chère, mais pendant leur dispute, une voix a émané de l'épée rouillée, traitant les deux filles d'idiotes. Seido a nié que c'était lui et ils ont réalisé que la voix venait de l'épée rouillée elle-même. Seido a salué l'épée et ils se sont présentés. Seido, se sentant seul, était heureux d'avoir trouvé un compagnon et a décidé de garder la vieille épée plutôt que la coûteuse. La nuit suivante, Seido lave une des robes en soie de Louise, mais échoue lamentablement, comme il a échoué à tout le reste dans sa vie. Soudain, Siesta s'approche de lui, l'aide et nettoie le tissu à sa place. Plus tard, elle lui fait des adieux très tristes et s'en va. Le lendemain, Louise lui dit de rester dehors avec les autres familiers pendant qu'elle suit son cours, et il accepte. En attendant dehors, il est approché par l'un des chefs de cuisine qui l'invite à la cuisine pour manger. Là-bas, il cherche Siesta mais ne parvient pas à la trouver. Il interroge le chef qui lui répond que Siesta a quitté l'académie ce matin et a été emmené par un noble, le comte Motte. Très confus, il retourne plus tard dans la chambre de Louise et en discute avec elle. Elle lui explique que lorsque de tels nobles emmènent une servante, c'est parce qu'ils veulent qu'elle devienne leur maîtresse, même si c'est contre sa volonté. Il est totalement choqué par cela et lui demande si elle n'est pas enragée par cette situation. Mais pour elle, c'est une chose tout à fait normale. Elle répond qu'elle se sent mal pour Siesta, mais qu'ils ne peuvent rien faire pour elle. Plus tard cette nuit-là, il finit par s'enfuir du château et court jusqu'à la maison du comte. Il y entre, mais son pauvre derrière est immédiatement attrapé par les gardes de sécurité qui l'emmènent devant le comte. Sato, avec toute son intelligence légendaire, répond stupidement qu'il était là parce qu'il a entendu dire que le comte était maléfique. Le comte le regarde et lui dit de déguerpir s'il veut vivre, mais Sato refuse de s'enfuir et demande au comte ce qui le ferait libérer Siesta. Le comte répond que s'il pouvait lui apporter le livre que Frederica possède, un héritage familial, il laisserait Siesta partir. Il retourne rapidement dans la forêt où il est retrouvé par Louise, venue le chercher. Elle le ramène et lui dit de se taire et de dormir car ils ne peuvent rien faire. Il est d'accord avec Louise et lui ment en disant qu'il va dormir, avant de se faufiler dans les appartements de Frederica pour réclamer l'héritage familial. Frederica, étonnamment, ne se soucie pas vraiment de l'héritage et le lui donne volontiers à condition qu'il sorte avec elle. Cela le dégoûte et il sort de la pièce en furie, surprenant même Frederica, qui est maintenant curieuse de savoir ce qui l'a mis si en colère. Il prend une épée et s'empare d'un des chevaux avant de partir pour la maison du comte. Pendant ce temps, Frederica se rend dans la chambre de Louise avec son amie Charlotte, la réveille et l'informe du comportement de Seido. Louise est choquée de le trouver parti et ne comprend pas où il est allé, mais Charlotte répond qu'elle pense qu'il est retourné chez le comte. Elles montent toutes sur le dragon de Charlotte et se précipitent chez le comte. D'un autre côté, Sato tente de s'introduire à nouveau dans le manoir du comte, mais est immédiatement attrapé par les gardes et présenté devant le comte. Sato décide de tirer son épée contre lui, ce qui met le comte en rage, car aucun paysan ne peut dégainer une arme devant un noble. Il brise un vase et utilise l'eau qu'il contient pour attaquer Sato. Sato tombe et avant qu'il ne puisse se ressaisir, le comte transforme l'eau en courte dague et les lance vers Sato. Heureusement, Louise arrive au tout dernier moment et repousse les dagues, sauvant la vie de Sato. Le comte est choqué de voir les filles de si grande maison chez lui et se calme un peu, décidant de discuter de la situation. Il dit à Louise que pour ce que Sato a fait, il mérite d'avoir la tête coupée, mais Louise le supplie de le laisser partir et de la punir à sa place. Frederica lui demande s'il y a quelque chose qui le ferait pardonner à Seido son affront, et il répond que s'il pouvait obtenir son héritage familial, il lui pardonnerait. Frederica sort immédiatement le livre et le présente au comte, qui le prend avec enthousiasme et commence à le feuilleter joyeusement. Sato lui rappelle sa promesse et le comte, distrait, dit aux gardes de libérer Siesta et de la laisser partir.
Sato est curieux de savoir ce qu'il y a dans le livre et il réalise que ce n'est qu'un magazine de butin du Japon moderne. Il a dû être invoqué par les prédécesseurs de Frederica de la même manière qu'il a été invoqué ici. Siesta le remercie de son aide et l'embrasse sur la joue avant qu'ils ne retournent tous à l'académie. Quelques jours plus tard, Louise s'est soudainement enthousiasmée pour une exposition à venir où les étudiants présenteraient leurs familiers pour gagner un prix. Seido a trouvé son enthousiasme soudain étrange car elle ne s'était jamais souciée de telles choses auparavant. Elle a commencé à lui enseigner les bonnes manières et à parler correctement, mais ses efforts n'ont pas porté leurs fruits. Elle a également essayé de corriger sa posture, mais cela s'est avéré infructueux aussi. Louise ne trouvait aucun talent qu'il pourrait présenter jusqu'à ce que Seido suggère, en plaisantant, de démontrer ses compétences en lessive, ce qui lui a valu une réprimande bien méritée. Puis elle s'est souvenue de ses talents d'épéiste et lui a demandé s'il pouvait les montrer. Cependant, Sato a refusé, se sentant toujours gêné par son précédent incident avec l'épée. Louise a insisté pour qu'il s'entraîne afin d'éviter toute humiliation pendant l'exposition. Sato s'est entraîné dans la cour, mais il semblait assez amusant pour les spectateurs alors qu'il luttait pour trouver son équilibre. Siesta l'a informé que la princesse Henrietta visitait leur académie, ce qui a motivé tout le monde à exceller dans leurs fonctions. La princesse Henrietta est arrivée et après les formalités initiales, elle est apparue comme une jeune fille amicale et élégante. Ce soir-là, Louise a demandé à Sato comment se passait son entraînement à l'épée, mais il a admis qu'il avait du mal avec son équilibre. Il a suggéré, en plaisantant, de montrer à nouveau ses talents de laveur de linge, ce qui a irrité Louise. Avant qu'elle ne puisse répondre, une silhouette encapuchonnée est entrée dans la pièce et a serré Louise dans ses bras. À leur surprise, il s'est avéré que c'était la princesse elle-même. La princesse et Louise ont partagé leur amitié d'enfance, révélant à quel point elles étaient proches. La princesse appréciait la compagnie qu'elle avait avec Louise après la mort de son père. Malgré les excuses de Louise pour le comportement de Sato, la princesse a ri et leur a souhaité bonne chance pour l'exposition à venir. Le jour de l'exposition, Louise était nerveuse. Autour de Sato, Louise l'a présenté comme son familier de classe paysanne, ce qui a fait rire tout le monde. Malgré sa gêne, la princesse n'a pas participé au rire. La démonstration de Sato ne s'est pas bien passée et il est devenu la risée de tous. Louise, mortifiée, l'a rapidement tiré de la scène. Dehors, ils ont rencontré un golem géant qui les a attaqués. Sato a protégé Louise mais a été capturée. Louise a tenté d'utiliser un sort de boule de feu mais a accidentellement endommagé une tour. Cela a effrayé le golem, mais pas avant qu'il n'attrape quelque chose et ne s'enfuit. Sato a été sauvé par Charlotte qui volait sur son dragon. Plus tard, un comité a été formé pour enquêter sur le voleur, mais aucune piste n'avait encore fait surface. Le lendemain, Louise et Sato étaient tous deux en classe, et Frederica a poursuivi sa chasse incessante de Sato. Elle a tout apporté de la nourriture délicieuse en classe, sachant que Sato n'avait pas de telle gâterie en restant avec Louise. Elle l'a même nourrie elle-même aux grandes dames de Louise. Soudain, un professeur est entré dans la salle de classe et a demandé à Louise, Frederica et Charlotte de le suivre. Elles ont été conduites dans la chambre du directeur où il a discuté du vol étrange d'une arme secrète du château. Le directeur soupçonnait un coup monté et a exhorté tout le monde à être vigilant, pensant que le voleur était quelqu'un de familier avec l'académie. Le directeur avait un croquis du voleur, bien que son visage soit caché par une capuche. Il savait qu'elle s'était dirigée vers la jungle après avoir volé l'arme. Il a demandé des volontaires pour capturer le voleur, mais étonnamment, personne ne voulait la poursuivre à cause du dangereux golem qui l'accompagnait. Le directeur était déçu par la réticence des nobles à agir. Cependant, Louise a levé la main pour se porter volontaire, Charlotte et Frederica l'imitant. Cela a surpris tout le monde et ils ont exprimé des inquiétudes quant à 3 filles de 3e année s'attaquant seules aux voleurs. Le directeur a salué leur bravoure et a révélé leurs capacités exceptionnelles. Le statut de chevalier oin de Charlotte, la puissante magie de flamme de Frederica et la lignée de mages puissants de Louise, ainsi que les compétences d'épéiste de Sato, en faisaient une équipe redoutable. La secrétaire du directeur s'est également portée volontaire pour les guider à travers la forêt et le directeur a approuvé. Le groupe s'est aventuré dans la forêt et a découvert des traces laissées par le voleur. En chemin, Frederica a offert l'épée qu'elle avait achetée pour Sato et après l'approbation silencieuse de Louise, il l'a acceptée. Ils ont suivi la piste jusqu'à un chalet isolé au cœur d'une nature sauvage. Charlotte a utilisé sa magie pour détecter les pièges cachés, mais n'en trouvant aucun, ils sont entrés. À l'intérieur, ils ont découvert un chalet abandonné avec des assiettes cassées et des meubles éparpillés. Au moment où ils s'apprêtaient à partir, Charlotte a découvert l'objet volé, le bâton de destruction. Cependant, leur exploration a été interrompue lorsque les cris de Louise leur sont parvenus de l'extérieur. Un golem était revenu et les avait attaqués. Charlotte a tenté d'utiliser la magie du vent contre lui, mais c'était inefficace. Frederica a utilisé sa magie de flamme qui a eu un certain effet, mais était insuffisante pour vaincre le golem. Charlotte a invoqué son dragon pour l'aider, mais Louise, se sentant mise de côté à cause de sa magie imparfaite, a attaqué le golem à plusieurs reprises, attirant son attention. Lorsque le golem a porté un coup final, Sato l'a sauvé juste à temps, mais il l'a giflé pour lui faire prendre conscience de sa valeur. Louise a avoué que les critiques sur ses faibles compétences magiques l'a blessé profondément. Alors que le golem continuait d'attaquer, Seido a combattu courageusement avec l'épée que Frederica lui avait donnée, mais elle s'est brisée.
En désespoir de cause, il a tiré l'épée rouillée qu'il portait au dos, celle qui promettait de ne pas se briser. Sato a ressenti une poussée d'énergie et a commencé à attaquer le golem avec une force nouvelle. Malgré les dégâts répétés, les capacités régénératrices du golem le maintenaient en vie. Louise, déterminée à contribuer, a essayé d'utiliser le bâton de destruction mais n'a pas pu le faire fonctionner. Le golem s'est rapproché d'elle, mais Sato l'a sauvé à nouveau, lui prenant le bâton. Sato l'a reconnu comme un lance-roquette du Japon moderne. Il l'a installé et l'a utilisé pour détruire le golem. Soulagés, Charlotte, Frederica et Sato ont rejoint Louise et la secrétaire du directeur a pris l'objet volé. Cependant, Sato a réalisé que la secrétaire était restée étrangement calme tout du long. Elle a retiré ses lunettes et détaché ses cheveux. Se révélant être la voleuse nommée Fock, elle les a nargués mais a été rapidement assommée par Sato avant qu'elle ne puisse tirer avec l'arme. Sur le chemin du retour, Seido a expliqué que l'arme était un lance-roquette de son monde, c'est pourquoi il savait qu'elle ne pouvait être tirée qu'une seule fois. Dans les appartements du directeur, ils ont été félicités et ont appris qu'ils devaient se rendre à la capitale pour récupérer leur récompense pour avoir capturé le voleur. Plus tard, à la capitale, il a observé depuis les coulisses les gens danser et s'amuser. Soudain, il a vu Louise entrer dans la salle dans une magnifique robe et au lieu de danser avec quelqu'un d'autre, elle s'est approchée de lui et lui a demandé de danser, ce qu'il a accepté avec joie. Le lendemain, Louise et Seido sont invités au palais royal où Henrietta les remercie d'avoir sauvé la situation. Elle s'approche ensuite de Seido et lui tend la main pour qu'il la baise, mais ce grand bonnet ne comprend pas ce que cela signifie. Louise lui dit de l'embrasser et Seido, soudainement pris d'une folie passagère, embrasse la princesse sur le visage au lieu de la main, la faisant s'évanouir. Après cela, il se fait tabasser par Louise qui implore le pardon avant de repousser Sato. Henrietta lui dit que ce n'est pas grave et qu'elle attend une faveur d'eux et Louise accepte de tout faire pour elle. La princesse lui dit qu'ils devront vivre en ville pendant un certain temps car elle veut qu'ils se fassent passer pour des gens normaux et espionnent la ville car elle a entendu des nouvelles selon lesquelles les aristocrates traitent très mal le peuple. Louise accepte immédiatement et dit qu'ils feront tout ce qu'elle voudra sans poser de questions. Plus tard, ce jour-là, Louise sort d'une boutique vêtue de vêtements plébéiens qu'elle n'aime pas vraiment, mais qu'elle est forcée de porter pour se fondre dans la masse. Elle l'emmène ensuite à une écurie où elle tente d'acheter un cheval, mais réalise qu'ils sont hors de prix et qu'ils ne peuvent pas se le permettre pour l'instant. Puis, elle déniche un hôtel 5 étoiles et essaie de réserver, mais l'établissement n'accepte que les snobs friqués et ils n'ont pas les moyens de s'offrir une chambre. Elle commence à s'énerver et quand Seido suggère de prendre une chambre moins chère, elle lui explose dessus et s'en va. Plus tard dans la soirée, Seido la retrouve assise seule sur un banc et elle lui révèle qu'elle a perdu tout leur argent au casino car elle voulait en gagner encore plus. Seido lui dit qu'il devrait y retourner voir la princesse pour plus d'argent mais elle refuse, disant qu'ils ne peuvent pas la décevoir. Sato se plaint d'avoir faim quand soudain un homme très éveillé, tout droit sorti de la Pride, s'approche de lui leur demandant s'ils cherchent un endroit où passer la nuit car il est prêt à leur prêter une chambre à une seule condition. La condition s'avère être que Louise doit travailler comme serveuse dans une auberge avec d'autres filles, tandis que l'homme, lui, brise à lui seul toutes les normes de genre. Louise semble furieuse, tandis que Sato est contraint d'aider en cuisine sous les ordres d'une femme nommée Jessica. Pendant que les filles nettoient la poêle et table, le drapeau arc-en-ciel ambulant leur annonce que celui ou celle qui récoltera le plus de pourboires recevra un bonus énorme en plus de sa tenue de famille qu'il porte chaque soir. Il explique que la tenue est magique et que quiconque la porte reçoit des pourboires de tout le monde dans les parages. Il ajoute que la dernière fille à l'avoir portée a gagné tellement d'argent qu'elle a quitté ce boulot pour devenir une influenceuse Instagram. Le service commence et Louise sert sa première table avec du vin, mais le client lui demande de le vider, ce qui l'énerve car ce n'est qu'un vulgaire paysan. Elle cache sa colère et vide le vin, mais finit par le renverser. Le client commence alors à se montrer louche, lui demandant si elle a Snapchat. Folle de rage, elle lui jette le vin au visage avant de le menacer de mort. Mais le Pride Parade en personne étreint rapidement le client avant de l'envoyer chercher des serviettes, tandis qu'il nettoie le visage du client avec ses lèvres. Le premier service se termine tant bien que mal. Louise se plaint à Sato qui lui dit de se calmer car ils ont un endroit où dormir et de quoi manger pendant qu'il fait son lit et s'allonge, prêt à dormir comme à son habitude. Louise a du mal à s'adapter. Incapable de dormir, elle aperçoit des chauves-souris qui la terrifient et la font tomber au sol. Elle finit par se glisser sous la couverture de Sato pour se sentir en sécurité et s'endort. Les nuits suivantes, elle essaie mais continue d'attaquer les clients encore et encore pour une raison ou une autre. Le Pride Parade lui dit de se mettre de côté et d'observer les autres filles un moment car elle sent qu'elle n'y arrivera jamais. Elle remarque Seido qui s'amuse, ce qui la met en colère, alors elle lui jette une bouteille à la tête, l'assommant. Il se réveille dans une chambre et trouve Jessica, qui lui dit qu'il a été assommé avant de lui demander si Louise est une aristocrate. Cela inquiète immédiatement Sato, qui tente de cacher ce fait, mais Jessica rit et dit que Louise ne sait même pas porter une assiette correctement, alors que son attitude et sa confiance trahissent clairement une femme noble. Sato avoue qu'il est en mission secrète, ce qui excite Jessica, qui lui demande des détails. Mais Louise finit par entrer dans la pièce et il se lève aussitôt avant de présenter Jessica comme la fille du Pride Parade. Louise s'en fiche royalement et lui donne un coup de pied direct dans les parties, l'assommant une fois de plus avant de le traîner dehors. Mais Jessica l'arrête et lui demande si elle a pas fait des pourboires jusqu'à présent.
Louise s'énerve et lui dit de s'occuper de ses affaires, et quand Seydoux essaie de dire quoi que ce soit, elle lui donne un nouveau coup de pied au visage. La nuit suivante, Louise reste à l'écart, craignant de ne pas gagner le bonus car c'est le dernier jour. C'est alors que Gros Patapouf entre dans l'auberge avec ses gardes et est immédiatement servi par le drapeau arc-en-ciel. L'auberge est pleine, sans aucune place, mais les gardes la vident entièrement tandis qu'il s'affale sur son gros derrière, demandant à l'homme qui aime les saucisses de commencer à le servir. Jessica informe Sato que ce type est un percepteur d'impôts et s'ils ne le servent pas correctement, ils seront très lourdement taxés. Elle lui dit que personne ne veut le servir quand il remarque Louise s'approcher de lui avec un plateau espérant un gros pourboire. Mais le gros n'est pas impressionné, se moque d'elle et finit par l'agacer au point qu'elle s'énerve et lui donne un coup de pied au visage, choquant tout le monde à l'auberge tandis que les gardes l'encerclent et que le Pride Parade implore le pardon. Sato finit par s'interposer et dit au gros de dégager car il ne laissera personne toucher Louise. Le gros ordonne aux gardes d'attaquer tandis que Sato cherche son épée pour réaliser qu'il a oublié de la prendre dans sa chambre. Il prend peur et se met à pleurer mais Louise utilise sa baguette pour les faire exploser, ce qui choque le gros qui réalise que Louise n'est pas une simple paysanne mais doit être une dame de haute lignée. Il pense toujours qu'elle pourrait être d'une maison sans nom mais elle lui montre le décret royal, ce qui le terrifie au plus profond de son être et il lui offre un tas d'argent pour régler cette affaire ici tout en implorant son pardon. Louise leur dit d'aller se faire voir et ils s'enfuient tous dehors, tandis que Louise est entourée par les serveuses qui la remercient pour ce qu'elle a fait. Même le drapeau arc-en-ciel est content d'elle et Jessica lui montre que l'argent donné par le gros fait d'elle la fille ayant gagné le plus de pourboires et le propriétaire la déclare vainqueur de la compétition. Cette nuit-là, ils retournent se coucher tandis que Seydoux réfléchit à ce qu'ils feront le lendemain. Le jour suivant, ils repartent à cheval et en chemin, ils retrouvent Jessica qui donne immédiatement à Seydoux un câlin très doux et rebondissant, ce qui énerve Louise. Jessica leur dit qu'elle va chez Tabitha et leur suggère de venir aussi avant de monter dans sa calèche. Louise s'en moque, mais Seydoux promet de venir et reçoit un coup de pied au visage pour ça. En chemin, il essaie de parler à Tabitha, mais elle s'en fiche royalement, absorbée par son livre, tandis que Jessica se plaint d'avoir été expulsée de sa dernière école. À cause de ça, ses parents ont failli la marier à un vieil homme qui voulait être son sugar daddy. Soudain, la calèche s'arrête et un fermier leur dit que la zone est inondée et qu'ils doivent qu'à prendre une autre route, ce que Jessica trouve plutôt suspecte. Pendant ce temps, de retour à l'école, Louise donne à nouveau tout son linge à Sato, lui disant de le laver entièrement et le met à la porte. Elle est toujours en colère contre lui parce qu'il était content près de Jessica, car son petit cerveau ne peut pas comprendre qu'elle frappe Seydoux plus que tous les ennemis réunis, donc évidemment il ne l'aimera pas. Seydoux est habitué à tous ses abus et sort joyeusement laver les vêtements, tandis que Gooch se fait réprimander par une autre fille blonde, car elle l'a vu avec quelqu'un d'autre. Elle demande à Seydoux si Louise est de retour avant d'entrer, tandis que Gooch la poursuit. Après cela, Seydoux aperçoit une vieille marmite géante et rouillée devant la cuisine, et quand il demande au chef, celui-ci lui dit de la garder s'il veut. Il roule la marmite vers un endroit isolé, le visage joyeux, prêt à l'utiliser. De retour dans la calèche, Jessica remarque les maisons inondées en contrebas, ce qui est très étrange étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Elle aperçoit aussi une bannière qui lui fait réaliser que Tabitha appartient à l'une des familles royales. Ils atteignent enfin son manoir, encore plus grand que Jessica ne l'avait imaginé, et un majordome est prêt à les accueillir. Il les conduit à la chambre d'amis où Jessica s'installe, tandis que Tabitha se rend dans une autre pièce pour retrouver sa mère. Elle entre dans la pièce et trouve une dame aux cheveux bleus, d'apparence fragile, regardant par la fenêtre. Et quand Tabitha se présente, la vieille dame panique et commence à lui dire de retourner d'où elle vient. Pendant ce temps, de retour dans le salon, Jessica interroge le majordome sur le tableau au mur. Il explique que le tableau appartient au père de Tabitha, qui était le jeune frère du roi. C'était un excellent magicien, plus puissant que le roi lui-même et aimé de presque tout le monde dans le royaume. Mais un jour, un assassin inconnu lui a tiré dans la poitrine, le tuant. Après cela, quand Tabitha et sa mère sont allés au palais pour une réception, l'un des aristocrates a tenté d'empoisonner Tabitha. Mais sa mère a réalisé que quelque chose n'allait pas, alors, comme une folle, au lieu de le jeter, elle l'a bu elle-même. Le verre contenait un poison magique qui lui a brisé l'esprit, et depuis, elle est ainsi, pensant que la poupée dans sa main est Tabitha, tandis que sa vraie fille reste négligée. Après cela, Tabitha a changé, devenant une personne qui entreprenait des tâches et des missions incroyablement dangereuses que même les meilleurs mages craignaient d'accomplir, et elle a même tué un dragon à 3 têtes toute seule. Après cela, Mel en a eu assez de tout ça et a décidé de rejoindre une académie loin de tous ses souvenirs. De retour à l'académie, Seydoux, avec son grand cerveau, a décidé de créer un bain à remous et profite d'un bain nocturne sous le ciel étoilé, observant les deux lunes. De l'autre côté, la fille blonde a invité Gooch à un rendez-vous tenant une potion d'amour secrète. Seydoux entre pour un plongeon, pendant lequel Siesta vient inspecter et est effrayée par lui, laissant tomber la nourriture partout. Elle entre aussi dans le bain pour se nettoyer et il parle de la lune, tandis que Gooch arrive à table et commence à draguer la blonde. Mais elle propose un toast et essaie de verser la potion quand Gooch aperçoit Louise marchant furieusement dehors.
Elle traverse la pelouse pour trouver Sato en train de prendre un bain avec Siesta, ce qui la rend triste. Elle repart jalouse, en colère contre ses propres sentiments pour son serviteur. Pendant ce temps, Gooch est au top de son jeu, mais la blonde crie qu'elle a vu une femme nue volante, le distrayant et verse la potion d'amour. Étonnamment, Louise s'approche d'eux, prend le verre, le boit entièrement et s'en va, furieuse. Quelque temps plus tard, Seydoux retourne dans sa chambre où il trouve Louise boudant dans le lit et lui demande ce qui ne va pas. Au début, elle est passive-agressive, mais lentement son visage rougit à mesure que ses vrais sentiments émergent et elle serre Seydoux dans ses bras. Elle lui dit à quel point elle était triste quand il prenait un bain avec Siesta et avoue même qu'elle l'aime, tandis qu'un Sato confus regarde autour de lui pour voir la blonde jeter un œil dans la pièce et lui dire que c'est de sa faute. De retour au manoir, Tabitha dort sur le lit tandis que Jessica réfléchit à la quête que le majordome a donnée à Tabitha, qu'elle est censée accomplir le plus vite possible. Tabitha dit à Jessica de rester à la maison jusqu'à son retour car c'est dangereux, mais Jessica lui répond qu'elle viendra. Sa réflexion est interrompue quand Tabitha commence à faire un cauchemar, alors elle la serre dans ses bras pour l'aider à dormir. Le lendemain, Sato sort faire la lessive comme d'habitude, mais Louise s'accroche à lui depuis. Il se souvient de la conversation qu'il a eue la nuit dernière où la blonde lui a dit que la potion était destinée à Gooch, car c'est un tricheur minable qui ne peut pas rester fidèle. Mais Louise l'a bu accidentellement, et comme elle avait déjà des sentiments pour lui, elle a fini par s'accrocher à lui. Il demande quand l'effet se dissipera et elle n'en a aucune idée. Louise continue de s'accrocher à Sato, lui disant qu'elle ne peut pas le laisser seul car il irait voir une autre fille. À ce moment précis, Siesta arrive et immédiatement Louise commence à agir comme une ex-folle, accusant Sato de la tromper avec Siesta, ce qui met cette dernière mal à l'aise. Elle commence à reculer tandis que Louise, elle aussi, se met en colère contre lui parce qu'il aime Siesta et s'enfuit. Il poursuit Siesta et la trouve en train de laver des vêtements près de la fontaine. Il lui dit que ce qu'elle a vu n'était pas vrai et que ce n'est qu'un gros malentendu, mais Siesta ne lui répond pas et dit que cela ne lui importe pas. Seydoux lui dit que cela arrive à cause d'une potion d'amour que Louise a bu accidentellement la nuit dernière et que depuis, elle est comme ça. Siesta se retourne et lui dit qu'il n'a pas besoin de lui mentir car elle sait elle-même qu'une potion d'amour est une chose illégale que personne n'utilise à l'académie, ni même à l'extérieur, avant de lui tourner le dos et de s'éloigner. Seydoux retourne dans sa chambre, épuisée, et trouve Louise déjà sur le lit, toujours bouleversée par ce qui s'est passé. Dès que Sato arrive, elle se met à pleurer sur lui, disant qu'elle ne se sent pas du tout jolie. Sato finit par tomber du lit, mais se relève avant de la serrer dans ses bras et dit qu'il trouvera un moyen de la réparer, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, Seydoux descend les escaliers jusqu'à la chambre de la blonde, bousculant Gooch au passage avant de lui dire de remettre Louise à la normale. Elle dit que ça se fera tout seul avec le temps, mais Seydoux s'approche d'elle et lui dit de trouver un antidote ou un sort pour le faire instantanément. Gooch essaie de l'interrompre en disant qu'il parle à une aristocrate, mais Sato lui rappelle la raclée qu'il a reçue plus tôt, ce qui fait reculer Gooch immédiatement. Gooch dit à la blonde qu'elle devrait probablement faire ce qu'il dit, mais elle tient bon et affirme que ce n'est pas possible. Sato décide d'utiliser son atout et dit qu'il sait que les potions d'amour sont illégales, alors il ira voir le directeur pour lui en parler. La blonde s'agite immédiatement et dit qu'elle le fera, mais l'ingrédient se trouve dans un endroit dangereux, très difficile d'accès. Mais Sato lui dit qu'ils partiront demain et après quelques menaces, la blonde accepte. Cette nuit-là, Louise le mord sans raison avant de s'endormir, tandis que Sato veille sur elle. Le lendemain matin, ils montent tous à cheval et commencent à se diriger vers un lac, tandis que Louise dort encore dans les bras de Sato. Ils arrivent noix près du lac alors que Gooch s'élance en avant. Louise dit à Sato qu'elle lui a tricoté un pull et lui donne un pull qui est à peine un chapeau, mais Sato le porte quand même. Soudain, ils entendent Gooch crier alors qu'il glisse dans l'eau inondée du lac et la blonde regarde avec stupéfaction car cette zone était censée être un village, mais elle est maintenant complètement inondée. Elle dit que l'esprit de l'eau est en colère et c'est pourquoi cela arrive. Elle leur dit d'attendre le soir car c'est à ce moment-là que l'esprit apparaît. Au coucher du soleil, la blonde sort une grenouille de sa bourse, se pique le doigt avant d'y mettre du sang et lui dit de trouver l'esprit de l'eau. Le crapaud s'élance alors qu'elle leur dit que jeune, elle a fait un pacte avec l'esprit et que celui-ci devrait encore se souvenir d'elle. Soudain, une énorme vague d'eau commence à jaillir vers le ciel, tandis que la blonde annonce son nom et sa famille avant de dire à l'esprit de se montrer. L'eau prend la forme d'une femme et l'esprit dit à la blonde qu'elle se souvient d'elle avant de lui demander ce qu'elle veut. Bon sang, la blonde répond qu'ils veulent l'ingrédient spécial mais l'esprit refuse la requête. Seydoux commence à parler même quand la blonde lui dit de se taire. Il s'agenouille au sol et de tout son cœur, il demande à l'esprit de l'aider. Après un moment, l'esprit répond qu'elle les aidera s'ils vainquent les humains qui lui causent des problèmes dans cette zone. Sato accepte immédiatement, tandis que la blonde dit qu'elle ne veut pas prendre part à un combat, mais Sato la fait chanter pour qu'elle accepte. Une fois la nuit tombée, ils se cachent dans la forêt et attendent l'arrivée des assaillants, tandis que Louise continue d'irriter Sato en étant collante. Soudain, ils aperçoivent deux mages encapuchonnés près de la rive qui semblent chanter des sorts.
Sato commence immédiatement à se diriger vers eux, mais avant qu'ils ne puissent attaquer, Gush le tire à part, affirmant qu'ils ne peuvent pas les attaquer ainsi, car les mages semblent très habiles et peuvent facilement détruire Seidu. Gush élabore un plan. Il distraira les mages pendant que Seidu lancera une attaque surprise pour les vaincre. Seidu accepte le plan et Gush sort de sa cachette avant d'utiliser sa magie de terre pour créer une motte de terre et la projeter vers les ennemis. Mais les mages parviennent à utiliser leur magie du vent et du feu l'une après l'autre pour bloquer très efficacement les attaques. Sato décide d'attaquer, mais le mage de feu utilise une boule de feu, forçant Sato à courir. Mais il se retourne et la repousse avant de foncer vers eux, esquivant la magie de glace, puis traversant la boule de feu, seulement pour être de nouveau projeté par la magie de glace. Il tombe au sol tandis que les ennemis s'approchent de lui pour le coup de grâce, mais Louise interrompt et utilise sa magie pour créer une explosion qui fait voler les capuches, et la lumière leur montre qu'ils se battaient contre Tabitha et Jessica, qui sont tout aussi surprises de les voir. Seidu et les autres leur expliquent ce qui se passe et Jessica leur dit qu'on leur a donné une quête pour vaincre l'esprit de l'eau car elle inonde la zone et cause des dégâts. Seidu propose de l'appeler pour savoir pourquoi elle fait ça et la blonde commence immédiatement à faire la pause en T et l'esprit apparaît. Seidu lui demande immédiatement pourquoi elle a inondé la zone causant tant de problèmes. L'esprit répond que c'est une punition car les humains ont volé un trésor qu'elle garde et c'est pourquoi elle est en colère contre eux. Si le trésor n'est pas rendu, elle inondera la planète entière. Seidu lui demande quel était le trésor et elle répond que c'est un anneau magique qui lui appartenait et qui a été volé par un homme nommé Chrome. Seidu promet qu'il trouvera l'anneau et le lui rapportera quoi qu'il arrive. Et l'esprit, étant l'idiote qu'elle est, accepte et lui lance l'ingrédient spécial, promettant également de faire revenir l'eau à la normale. De retour à l'académie, Louise retrouve son état normal et n'arrive pas à croire ce qu'elle lui a dit et comment elle s'est comportée. Elle est en colère contre lui de l'avoir laissé faire tout ça et essaie de le frapper pendant qu'il court, quand soudain la fenêtre s'ouvre et la princesse entre en volant, tel le bouffon vert. Louise s'approche immédiatement d'elle et lui demande pourquoi elle leur rend visite seule la nuit, car cela pourrait être dangereux. Mais la princesse répond qu'elle a une affaire très urgente avec eux et qu'ils doivent l'accomplir en secret. Elle leur dit qu'elle va bientôt épouser un roi laid du royaume voisin pour éviter une guerre entre eux. Elle n'aime pas du tout le roi, mais cela doit être fait pour le bien du pays. Le problème, c'est qu'elle échangeait des snaps un peu coquins, par lettres, avec le prince d'un autre royaume, et si ceci venait à être révélé, leur mariage pourrait être rompu, ce qui serait très problématique. Louise s'agenouille et dit qu'elle fera tout en son pouvoir pour l'aider quand Sato remarque quelqu'un derrière la porte. Il crie à l'étranger de se montrer et il s'avère que c'est Gush qui entre et salue la princesse avant de dire qu'il a tout entendu et qu'il aimerait l'aider. Seidu et Louise semblent tous deux furieux contre ce flamboyant énergumène, mais la princesse connaît son père et l'autorise à participer à la mission. Plus tard cette nuit-là, Seidu sort faire la lessive et Siesta l'approche, s'excusant de ne pas avoir cru à l'incident de la potion d'amour. Mais Sato lui dit de ne pas s'en faire avant de lui demander s'il y a des scientifiques dans la région. Elle l'emmène chez un vieux scientifique qui étudie les dragons depuis un certain temps, tout en cherchant les restes du dernier dragon. Il dit qu'un familier comme Sato a été invoqué il y a longtemps par un mage légendaire et que ce familier utilisait la magie du vide, qui n'a jamais été revue depuis. Il dit aussi que même Sato a la même marque sur sa main, mais ils ne savent de rien d'autre à son sujet. Sato retourne dans la chambre et habille Louise, qui semble peu confiante car elle pense ne pas être assez talentueuse pour accomplir une telle mission importante, mais Sato lui dit qu'elle est suffisamment forte pour le faire avant qu'elle ne s'écroule dans son lit triste. Le lendemain matin, tous se préparent à cheval tandis que Louis regarde l'anneau que Henrietta lui a donné en disant qu'un garde du corps les accompagnera. Ils attendent de là-bas le gardien quand un renard pelage surgit de la terre qui se révèle être le familier de Gucci et après l'avoir câliné pendant un moment, le renard pelage saute sur Louis et commence à essayer de récupérer l'anneau alors que Gucci explique qu'il est un grand amateur de bijoux. Soudain, une forte bourrasque de vent expulse le renard pelage loin de là, qui s'évanouit à la grande horreur de Gucci tandis qu'une personne descend du ciel sur un griffon. L'homme se révèle être un homme aux cheveux blancs et cool nommé Ward qui est un célèbre chevalier. Il marche directement vers Louise et s'excuse pour être si en retard, et Sato apprend que Louise est fiancée à cet homme. Ward la prend dans ses bras et dit qu'ils vont commencer leur voyage maintenant. Ils commencent à voyager tout en guiche, expliquant à Sato combien les chevaliers griffons sont cool. Il est agacé par comment tout le monde est à genoux en train de souffler dans le cornemuse de Ward. Après avoir voyagé à travers une vallée stérile, ils arrivent finalement à la ville, et dès qu'ils entrent, tout le monde les regarde tandis que Guiche explique que cette ville a été construite par un mage terrestre formidable comme lui. Ils arrivent finalement à l'hôtel et Ward dit qu'ils vont y dormir et partir demain, mais Sato ne répond pas. Louise dit à Sato de ne pas être impoli, et après que Ward soit parti, elle lui dit que ses parents ont arrangé ce mariage, mais Sato continue d'être froid et jaloux, donc elle lui dit que Ward est beaucoup meilleur en combat et plus grand que lui avant de partir. À la fête ce soir-là, Ward loue Louis pour invoquer un familier humain qui n'a jamais été vu auparavant, demandant à Guiche s'il a perdu le duel contre Sato,
ce qui fait qu'il bâille. Ward demande à Sato si c'était la première fois qu'il tenait une épée, et Sato dit oui, indifférent, tandis que Louis loue Ward pour savoir tant de choses. Ward regarde Sato et lui propose un duel, ce qui les surprend, mais Sato est toujours en colère et dit oui d'une manière nonchalante, tandis que Louis lui dit de s'excuser, mais il ne le fait pas. Ward se lève et dit qu'il devrait aller se coucher, et comme un vrai mec, il emmène Louis dans sa chambre tandis que tout le monde les regarde. Sato va avec Gitch qui profite de la nuit étoilée avant de sortir pour une soirée dansante, laissant Sato seul. Il demande à son épée s'il sait quelque chose sur le familier humain qui est venu avant, et l'épée répond qu'il était possédé par un humain il y a des milliers d'années, et qu'il peut être utilisé uniquement par un familier humain comme lui. Il sort tandis que l'épée dit que Sato a le pouvoir latéral d'utiliser n'importe quelle arme parfaitement s'il le veut, et lui dit pourquoi la lame d'or s'est brisée était parce qu'elle était une fausse arme. Il demande s'ils peuvent vaincre Ward, mais l'épée répond que cela dépend uniquement de Sato. En même temps, Ward boit avec une Louise mineure et parle de comment elle pleurait dans un bateau au milieu du lac avant de lui dire qu'elle a des pouvoirs cachés en elle. Il lui dit ensuite qu'il devrait se marier immédiatement après cette mission car il ne peut pas attendre qu'elle soit majeure. Il essaie de l'embrasser mais elle se souvient de Sato à ce moment précis et Ward s'arrête et dit que son cœur a déjà été pris, donc c'est inutile. Après cela, il sort de la pièce et lui dit qu'elle voudrait qu'il la marie à la fin de cette mission et part. Le lendemain, Sato et Ward se rencontrent dans une ruelle prêts pour le duel, et même si Louis leur dit de ne pas combattre, aucun d'eux n'est prêt à reculer. Sato sort son épée d'entraînement comme Ward fait de même et commence immédiatement à l'attaquer de toutes parts, tandis que Ward simple esquive avant de bloquer son attaque et de le repousser avec son épée. Ward complimente sa vitesse, mais Sato n'est pas d'humeur à discuter et court le long du mur avant de sauter pour attaquer, mais Ward bloque avant de passer à l'offensive et de l'attaquer encore et encore, avant d'utiliser un sort pour le propulser dans des barils de bois tandis que Louise court vers lui. Ward marche vers lui et dit à Sato qu'il ne peut jamais vaincre un mage, ce qui signifie qu'il ne peut jamais protéger Louis, puis il s'en va. Ce soir-là, Sato regarde par la balustrade en pleurant, en pensant à ce que Ward a dit quand Louis s'approche de lui. Elle demande à Sweater pourquoi il pleure, mais il dit que les alphas ne pleurent à la pas et que c'est juste de la sueur dans ses yeux. Elle lui dit de s'arrêter car il a perdu contre le meilleur chevalier du royaume et dit qu'il doit se remettre de ça. Mais Sato la repousse et lui dit de se faire foutre. Louis tourne tristement les talons et se retire en disant qu'elle va se marier avec Ward après cette mission. Après un certain temps, Guiche se dirige vers Sato et lui dit qu'ils doivent partir quand soudainement la terre tremble et il se retourne pour voir un géant de pierre surgir de la terre et à leur surprise, sur le sommet du géant se trouve le voleur qui était censé être en prison. Simultanément, Louise demande à Ward où sont les deux gars, mais il lui dit qu'ils sont rentrés chez eux car ils étaient effrayés et avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, le griffon commence à bouger par les escaliers et il trouve l'arbre où la navette magique est amarrée et prête à partir. De retour sur la balustrade, Yusha se cache derrière Sato tandis que Falk utilise son géant pour attaquer, mais Sato coupe net ses mains avec une élégance impressionnante, ce qui impressionne Falk, mais elle utilise simplement la magie pour régénérer son bras. Gusha utilise immédiatement sa magie terrestre pour invoquer une série de poupées de combat qui entourent le géant pour l'attaquer, mais le géant les fait rapidement disparaître et lance la dernière poupée sur Gusha horrifié, le faisant tomber. Le Gollum avance vers eux quand soudainement une explosion lumineuse frappe le Gollum et il tombe à genoux tandis qu'il regarde Tabitha et Jessica qui descendent sur le balcon sur un dragon. Après avoir entendu le tumulte, une foule de locaux arrive sur le balcon, ce qui oblige Falk à fuir tandis qu'ils entendent le cri strident du départ de la navette. Quand Mag tombe, Sato attrape le réceptionniste qui lui dit que Louise et Ward sont partis depuis un certain temps vers la navette, donc il sort immédiatement et demande à Guiche où est amarrée la navette. Mais Guiche dit que c'est trop tard et montre la navette volante qui les dépasse, tandis que tout ce que Sato peut faire est hurler. Pendant ce temps, Louise regarde par la fenêtre de la navette très conflictuelle, tandis que Ward lui dit qu'il ne la laissera jamais seule comme Sato l'a fait, et elle se souvient comment il l'a poussée en la rendant triste. Elle lève les yeux et dit à Ward qu'elle accepte sa proposition de mariage. Sur le sol, Sato s'assoit et dit à Guiche qu'il croit que Falk travaillait avec Ward, et elles simplement attaquèrent pour les distraire et les faire manquer la navette. Guiche est surpris par une telle affirmation, tandis que Jessica leur dit que le prochain bateau partira demain et qu'ils ne peuvent rien faire sinon attendre. Soudainement, le sol sous Guiche commence à trembler de nouveau, le terrifiant et le faisant tomber, mais il s'avère être son renard pelage. Sur la navette, Ward donne à Louis plus d'alcool en promettant de l'épouser dès qu'ils auront terminé la mission, avant de lui demander plus de détails, mais Louis refuse de les donner car la princesse lui a dit de ne pas le faire. Le lendemain matin, ils arrivent enfin à leur destination et entrent dans une église où ils sont immédiatement entourés par une foule de gardes qui se cachent dans l'ombre. Louis se cache derrière Ward tandis qu'il dit qu'ils sont là pour rencontrer le prince, mais le commandant des gardes leur dit qu'aucun d'eux ne connaît ce lieu. Louis parle et dit que la princesse Henrietta lui avait parlé de ce lieu et montre l'anneau sur sa main, et le commandant met immédiatement son épée de côté avant de retirer son gant pour révéler un anneau similaire. Il lui dit de lui faire un point bro,
Et aussitôt qu'ils le font, des arcs-en-ciel émergent de leurs anneaux tandis que le commandant s'excuse pour l'erreur et enlève son casque pour révéler qu'il est en réalité le prince de ce royaume appelé Tudor. Ce soir-là, Louise lui tend la lettre envoyée par Henrietta et le prince la vérifie et la lit avant de se lever et prendre la lettre d'un tiroir et la lui rendre. Louise lève les yeux vers lui et lui demande ce que disait la lettre et s'il y avait des messages plus intimes, mais le prince lui dit qu'il ne peut pas divulguer cela avant de dire que son pays est en pleine guerre civile entre la famille royale et les aristocrates qui sont manipulés par un tiers. Il remercie Louise pour avoir apporté la lettre jusqu'à lui tandis que Louise lui dit de rester en sécurité. Le lendemain matin, elle se réveille pour trouver Ward qui l'attend dehors. Il dit que la mission est maintenant terminée et lui dit qu'ils vont se marier immédiatement et ici avec le prince comme témoin. Louise se met nerveusement en retrait en disant qu'elle ne peut pas le faire maintenant et qu'ils devraient au moins retourner dans leur pays, mais Ward la saisit par derrière et ne la lâche pas en révélant qu'il est le tiers qui cause la guerre civile dans ce pays. Louise est horrifiée et parvient à se libérer avant de courir, mais elle heurte un autre homme étrange qui sort son anneau et l'utilise pour contrôler Louise jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Cette même soirée, les préparatifs sont faits et Ward la prend à l'hôtel, où le prince lit leur serment et Ward accepte, tandis que Louise essaie de prendre le contrôle de son propre corps et de refuser, mais l'homme continue de la contrôler. Quand elle presque accepte le mariage, mais Sato finit par entrer en fracassant leur mariage, en criant son nom, surpris de tous. Cela rompt le contrôle sur l'esprit de Louise, et elle se déshabille en disant que le renard poursuivait constamment ses bijoux et les avait menés là-bas. Le prince, confus, ordonne aux gardes d'arrêter Sato, mais avant que Louise puisse lui dire la vérité, Ward la pousse de côté et lui transperce le cœur avant de la pousser au sol. Louise attrape le prince, mais le prince enlève simplement son anneau et le lui tend avant de mourir en perdant beaucoup de sang tandis qu'elle hurle. Sato se prépare à combattre, mais Ward utilise simplement sa magie pour les envoyer tous loin avant de monter vers Sato et poser une épée sur son cou. Sato réalise qu'il est le maître motif de tout cela, tandis que Ward demande à Louise de se marier avec lui afin qu'ils règnent ensemble sur le monde, mais elle refuse tandis que Sato saisit son épée et son marque commence à briller violemment. Il est furieux qu'il a joué avec son cœur tandis que Ward marche en arrière, Sato se relève et son vieux glaive rouillé devient brillant et neuf. Ward utilise immédiatement sa magie, mais suite à Moashadei, mais à sa surprise, l'épée absorbe simplement la magie avant que Sato saute dans l'air pour attaquer, tandis que Ward utilise sa magie encore une fois, mais Sato coupe travers la magie et attaque avant de tomber sur le sol, tandis que Ward tombe. Il sort une nouvelle fois et dit qu'il a déjà tué le prince et maintenant, il a aussi la lettre qui a été donnée à Louise. Il utilise ensuite sa magie pour détruire l'église, tout commence à brûler et des morceaux de débris tombent au sol, mais Seydou empêche Louise de suivre Ward tandis qu'un rocher brûlant tombe sur eux, mais Tabitha utilise sa magie pour créer un bouclier et les transporte tous les deux. Quand Meg tombe, le feu s'éteint tandis que Louise reste inconsciente, rêvant d'elle-même dans un bateau, mais cette fois-ci au lieu de Ward, elle voit Saido avec elle. Elle finit par se réveiller car Saido profitait d'elle, mais décide de laisser passer cette fois-ci avant de rentrer chez elle. Le lendemain matin, Louise présente elle-même devant la princesse et lui tend l'anneau en lui annonçant que le prince a été assassiné par Ward et la lettre a également été volée. Elle assume la responsabilité de tout et commence à pleurer, mais la princesse la stoppe et l'enlace en pleurant, la remerciant pour tout ce qu'elle a fait. Plus tard, Louise est appelée par le directeur tandis que le scientifique magique est également présent en demandant des vacances. Après que le scientifique soit parti, le directeur dit à Louise que le scientifique pense avoir trouvé un endroit où les restes du dernier dragon pourraient être trouvés. Le directeur doute de son existence mais le laisse quand même partir. Il demande ensuite Louise de lui parler de son rapport et elle lui raconte tout ce qui s'est passé tandis qu'il écoute patiemment et assure qu'il n'en est pas responsable. Elle lui demande ensuite pourquoi elle a invoqué un familier humain et le directeur dit qu'il y a eu la dernière fois où un familier humain légendaire a été invoqué. C'était le plus fort mage sur Terre, ce qui rend Louise triste car elle ne peut même pas utiliser de magie basique. Après cela, elle retourne dans sa chambre et s'habille, tandis que Sato vient dans sa chambre après avoir fait la lessive, mais trouve encore plus de vêtements sales et se plaint, ce qui entraîne Louise à devenir une dame, la frappant avec des fouets avant de lui dire de partir et de lui jeter un oreiller au visage. Sato descend en colère et tape sur la casserole seulement pour se blesser quand il remarque Siesta qui passe par là dans d'autres vêtements. Il s'assoit et elle lui dit que les vacances ont commencé et qu'elle rentre chez elle. Elle lui dit que son arrière-grand-père prétendait toujours qu'il venait d'un autre monde, comme Sato, et à cette époque, il y avait 2 dragons. Cela intéresse Sato, tandis que Jessica l'écoute aussi, alors que Siesta lui dit que l'un des dragons est volé dans le soleil et était à mort, tandis que l'autre dragon était monté par son arrière-grand-père, mais aucun d'eux n'a jamais été vu à nouveau. Selon la légende, les restes des dragons sont toujours quelque part dans son village. Cela rappelle Sato à la conversation qu'il a eue avec le scientifique sur les dragons et il demande à Siesta si elle peut le ramener dans son village et elle accepte. En même temps, Louise sort pour essayer de trouver Seto, car elle se sent mal de l'avoir frappé et renvoyé et pratique ses compétences d'apologisation, mais ne le trouve nulle part. En marchant, elle voit Seto sortir de l'école sur un cheval avec Siesta, ce qui l'étonne, donc elle court vers la cuisinière et demande où est allée Siesta.
La cuisinière répond qu'elle est retournée dans son village et Luis marche de nouveau en colère contre Siesta pour l'avoir laissé seule. De l'autre côté, Sato chevauche la jungle avec Siesta sur le cheval tandis qu'elle demande si c'est bien de partir sans informer Luis, mais Sato est toujours en colère contre elle et dit que c'est d'accord. Ils arrivent finalement au village et Sato lui dit de continuer et de lui dire où il doit commencer son enquête. Siesta remercie Sato pour l'avoir accompagné et court vers sa maison, tandis que même le scientifique entre dans le même village pour trouver les restes. Après un moment, Siesta revient avec une carte et Sato et elle passent dessus, essayant de trouver l'emplacement exact quand soudainement les buissons commencent à frémir et un animal sort de là qui se révèle être un salamandre accompagné de Jessica. Ils lèvent les yeux pour trouver un dragon volant au-dessus d'eux avec Tabitha, et finalement un renard pelage sort de la terre avec Geek, se tenant aussi flamboyamment que jamais. Ils demandent pourquoi ils sont là, et Jessica répond qu'ils sont aussi là pour trouver le trésor qui est supposé être avec le dragon. Plus tard, ils finissent par trouver la grotte, et excités, ils entrent tous en même temps que le salamandre éclaire leur chemin. Ils marchent en file indienne quand soudainement Tabitha affirme qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette grotte à part eux, et ils deviennent attentifs, et Sato sort son épée tandis que Siesta se cache derrière lui. Soudainement, quelqu'un utilise la magie pour briser l'un des pics rocheux et les avertit que le prochain assaut sera dirigé contre eux. Ils se préparent pour un affrontement et Jessica leur dit de s'arrêter car elle reconnaît la voix. Et lorsque la lumière tombe sur l'assaillant, ils voient le scientifique nommé Colbert, qui est surpris de les voir avec Louise. Colbert commence immédiatement à vérifier la carte avec excitation, tandis que Seydou et Louise sont toujours en colère l'un contre l'autre car elle lui dit qu'elle est venue à ici en tant qu'assistante de recherche avant qu'ils ne reprennent leur route. Ils sortent finalement de la grotte dans une forêt luxuriante et à travers les arbres épais, ils découvrent une grange abandonnée et surgrown. Tous commencent à vérifier la grange et la serrure tandis que Tabitha regarde quelque chose d'autre près. Sieta s'approche et regarde seulement pour être surprise de voir du texte japonais. Luis et Tabitha ne peuvent pas lire cela, mais Seito leur dit qu'il est écrit dans la langue de son pays, tandis que les autres réussissent à ouvrir la grange et à entrer pour trouver quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Seito entre après eux et est immédiatement surpris de voir ce qu'il y a dedans, et lorsqu'il passe sa main dessus, son marque commence à briller comme il affirme que c'est un avion, qui a été mal identifié par les gens de ce monde comme un certain type de dragon bizarre. Il dit à Siesta qu'il pensait qu'elle avait l'air différent et maintenant il réalise que ses cheveux noirs et ses yeux noirs sont dus au sang japonais qui coule dans son corps grâce à son grand-père. Soudain, Culbert appelle Sato et lui dit qu'il pourrait peut-être rentrer chez lui avec l'aide de l'avion, ce qui surprend Louise. Il dit que selon la légende, 2 dragons volaient dans le ciel et l'un d'eux est entré dans l'éclipse tandis que l'autre ne pouvait pas. Siesta ajoute que son arrière-grand-père a volé dans le ciel pendant un certain temps avant de retomber sur le sol, tandis que Culbert dit qu'il doit avoir eu mauvais timing. Selon lui, il peut retourner dans son monde s'il fait voler ce dragon bizarre dans l'éclipse, ce qui pourrait être un certain type de portail. Plus tard dans la journée, ils sont capables de transporter l'avion de retour à l'académie, où tout le monde se rassemble pour admirer cette technologie qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Alors qu'il regarde, Sato se souvient que Colbert lui avait montré une bouteille de liquide qu'il avait pensé être du sang de dragon et va vérifier. Ses soupçons étaient à confirmer car le liquide est simplement du gazole et il dit à Colbert qu'ils peuvent l'utiliser pour alimenter l'avion et Colbert promet de fabriquer plus pour qu'ils puissent utiliser l'avion. Ensuite, il monte à bord et commence à vérifier tous les instruments à l'intérieur pour s'assurer que tout fonctionne correctement et à sa surprise, tout vient naturellement à lui. L'épée lui dit que cet avion doit être destiné à la guerre et Sato a le pouvoir d'utiliser n'importe quelle arme qu'il veut, c'est pourquoi il sait comment l'utiliser. Il voit Louise de l'autre côté qui le regarde avant de tourner et de partir, tout en se demandant si Sato ira vraiment. Soudainement, Gucha court en cheval terrifié et dit à Louise qu'il y a un gros problème. Au début, Louis l'écartait, mais il affirme que Ward a pris le contrôle du pays Albion voisin et a déclaré la guerre à leur royaume. De l'autre côté, Seydou, qui ne sait pas cela, s'assoit dans l'avion et se demande quand l'éclipse suivante aura lieu pour qu'il puisse rentrer chez lui. À Albion, le type chauve nommé Cromwell s'assoit sur un trône heureux que son plan se déroule comme prévu et remercie Folk pour avoir volé l'anneau de l'esprit aquatique pour lui, tandis qu'il vérifie la carte et fait ses plans de guerre pour conquérir le royaume de Tristan, où règne la princesse Henrietta. Ward lui dit que tout est prêt et Tristan ne peut pas se défendre actuellement car les chevaliers dragons d'Albion sont suffisants pour vaincre leurs forces. Cromwell demande quand ils doivent attaquer et Ward répond qu'ils doivent attaquer le jour de l'éclipse solaire pour pouvoir profiter de l'obscurité. Le lendemain matin, Saito va voir Louise pour tenter de se réconcilier, lui annonçant son départ dans 3 jours. Mais Louise, capricieuse, lui dit qu'elle s'en fiche éperdument, ce qui le blesse profondément. Il s'éloigne, furieux, tandis qu'elle le regarde tristement. Pendant ce temps, au Palais Royal, un conseil de guerre est convoqué. Les commandants y affirment que l'armée d'Albion est bien trop vaste et qu'ils ne croient pas pouvoir gagner cette guerre à aucun prix. Leur suggestion est donc de simplement capituler et de sauver leur peau. Henriette, en vrai chef, déclare qu'ils ne se rendront jamais, car c'est une question d'honneur et de fierté. Elle mènera donc elle-même les troupes et sa mère, la reine, acquiesce simplement.
De retour à l'académie, Saito observe les lunes depuis le balcon, le cœur lourd, pensant qu'il partira dans 3 jours à peine avant de rentrer s'asseoir sur sa paillasse. Pendant ce temps, tous les mages de l'académie sont convoqués dans le grand hall pour une réunion. Le directeur leur annonce que la guerre est sur le point d'éclater dans quelques jours et que la princesse elle-même dirigera l'armée. L'académie restera donc fermée jusqu'à nouvel ordre, ce qui effraie les étudiants qui prévoient tôt de rentrer chez eux, tandis que Guiche déclare fièrement qu'il rejoindra l'armée, mais après avoir été piqué par Jessica, il admet qu'il est contraint de le faire car son père est un commandant. En entendant cela, Louise retourne dans sa chambre, allume la lumière, s'approche d'un Saito endormi et lui fait un dernier adieu, car elle aussi compte combattre en première ligne. Le lendemain matin, Saito se réveille et trouve une note près de son lit. En la lisant, il découvre que Louise l'a renvoyée, lui disant qu'il peut aller où bon lui semble. Saito trouve ça étrange et montre la note à Jessica et Tabitha. Jessica lui parle alors de la guerre imminente dont il n'avait aucune idée et lui dit que selon elle, Louise est allée voir la princesse Henriette pour combattre à ses côtés. Ce qui s'avère vrai car Louise se dévoue à Henriette qui l'accepte pour combattre côte à côte dans la guerre à venir. Pendant ce temps, dans le village de Siesta, elle travaille à la ferme, se souvenant que dans quelques jours, Saito sera parti. Soudain, elle aperçoit un vaisseau volant dans le ciel rempli de guerriers d'Albion, contrôlé par Cromwell et son anneau. Il leur annonce que Tristan a refusé de capituler et qu'ils partent donc en guerre. De retour au château, la princesse et les autres se préparent à la guerre, la nouvelle du vaisseau de guerre repéré dans le village voisin leur étant parvenue. La reine fait un dernier adieu avant qu'Henriette ne parte pour le champ de bataille. Au lever du jour, Saito inspecte l'avion une fois de plus. Jessica lui dit qu'il devrait rencontrer Louise une dernière fois car il n'aura plus jamais l'occasion de le faire. Mais Saito refuse catégoriquement de la voir. Pendant ce temps, Colbert arrive avec des barils d'essence qu'il a réussi à fabriquer ces derniers jours. Il dit à Saito qu'il en aurait fait plus, mais la guerre a éclaté et le village de Siesta est devenu le premier lieu où la bataille va commencer. Pendant ce temps, Henriette et ses forces marchent vers le village. Elle remercie Louise une fois de plus de l'avoir accompagnée, mais l'esprit de Louise est obnubilé par Saito et son départ imminent. Soudain, il s'arrête, apercevant enfin le vaisseau de guerre dans le ciel, tandis que des dragons volent à ses côtés. De retour à l'académie, Saito dit à tous qu'ils ne peuvent pas laisser Albion détruire le village et qu'il va les arrêter avec l'aide de cet avion. Même si Jessica lui dit que l'avion pourrait être endommagé, ce qui signifierait qu'il ne pourrait jamais rentrer chez lui, Saito est prêt à tout pour protéger le village et demande à Colbert de démarrer le moteur avec sa magie. Colbert démarre le moteur et Saito fait avancer l'avion tout droit, mais il réalise que l'espace est insuffisant pour décoller et qu'il va probablement s'écraser contre le mur devant lui. Mais au dernier moment, Tabitha, la sauveuse, utilise sa magie du vent pour l'aider à s'envoler et Saito disparaît dans le ciel. Après cela, Tabitha appelle son dragon, se préparant elle aussi à prendre part à la guerre, et même Jessica accepte de l'accompagner. Pendant ce temps, Saito vole vers le village à toute vitesse et réalise que cet avion a même pas mal de munitions restantes d'avant, il peut donc vraiment faire la différence, tandis que Tabitha et Jessica le suivent. De retour au sol, la princesse élabore enfin le plan de bataille et ordonne aux chevaliers griffons d'attaquer les chevaliers dragons, tandis que le reste de ses forces tentera de se diriger vers le cuirassé pour l'infiltrer. L'escadron de griffons s'envole et tente d'utiliser sa magie du vent contre les chevaliers dragons, mais les dragons sont bien plus rapides, esquivent et lancent un puissant souffle de feu, tuant les griffons. Pendant ce temps, la cavalerie avance vers le cuirassé. Seul Guiche a assez de bon sens pour se demander comment ils pourront jamais entrer dans le vaisseau alors qu'il est en l'air. Mais le commandant continue d'avancer tandis que le cuirassé tire ses canons, déchaînant un enfer de feu sur les cavaliers encore et encore, ce qui fait dévier Guiche de sa trajectoire. Mais le commandant indien continue d'avancer tandis que Guiche essaie de comprendre cette stratégie. D'un autre côté, Siesta rassemble les villageois restants et tente de les emmener dans la forêt où ils se cachent tous, tandis qu'Henriette observe la bataille se dérouler, réalisant que sa place est plutôt à la cuisine. Soudain, ils lèvent tous les yeux pour voir l'éclipse se produire, quand ils entendent un bruit assourdissant venant du ciel et remarquent Saito pilotant son avion, ce qui choque tout le monde au sol car ils pensaient que ce n'était qu'une légende. Mais Saito regarde le champ de bataille et décide de jeter ses plans de retour à la maison par-dessus bord, fait demi-tour droit vers la bataille et leur montre la véritable puissance de l'Amérique en tirant sur tous les animaux sur son passage, les tuant un par un tandis que les chevaliers dragons sont confus par cette chose qui les poursuit. Il continue sa frénésie meurtrière, ce qui attire l'attention de Folk et Ward, qui décident d'entrer eux-mêmes dans la bataille, tandis que Saito se débarrasse de la plupart des chevaliers dragons, l'armée regardant avec admiration d'en bas. Il tue enfin le dernier dragon quand soudain un autre dragon ultra rapide esquive ses balles et apparaît derrière lui, transportant Ward lui-même qui sort son épée et envoie une magie du vent vers lui. Saito sort immédiatement son épée et absorbe la magie tout en faisant demi-tour, prêt à botter les fesses de Ward, mais ses munitions s'épuisent au dernier moment. Pendant ce temps, au sol, Folk crée un golem et attaque l'armée, tandis que Ward attaque Saito encore et encore, qui absorbe la magie, ne pouvant rien faire d'autre. Guiche finit par tomber sur Tabitha et Jessica, qui regardent le champ de bataille, voient le golem tout détruire et décident d'affronter Folk et son golem de front.
Guiche tente de s'enfuir mais est arrêté par Tabitha tandis que Jessica provoque Folk en se moquant d'elle. Folk se prépare à attaquer mais Guiche utilise sa magie pour recouvrir le golem de pétales, puis par alchimie le transforme en huile qui est ensuite enflammée par Jessica, créant un immense brasier autour du golem qui brûle en cendres et s'effondre tandis que Folk s'enfuit poursuivi par Guiche. Pendant ce temps, Saito est à court de munitions et commence à être touché par Ward. Une des ailes prend feu, mais avant que Ward ne puisse porter le coup fatal, il est attaqué par Tabitha et Jessica et tombe au sol. Louise, l'idiote, saute du dragon de Tabitha vers Saito et Tabitha utilise sa magie pour faire atterrir Louise en toute sécurité, tandis que Saito lui attrape la main et la tire dans le cockpit. Il lui crie dessus pour avoir fait une chose aussi stupide, mais Louise se met à pleurer et s'excuse pour son comportement. Pendant ce temps, Ward reprend le contrôle et attaque Saito de front une fois de plus. Il sort son épée prêt à protéger Louise de sa propre vie, ce qui éveille quelque chose en elle. Soudain, sa marque se met à briller intensément alors que Ward attaque Saito et lui coupe la joue. Soudain, Louise perd le contrôle de son corps et se lève, pointant sa baguette sur Ward, tandis que Saito lui dit de rentrer. Son épée lui dit que les capacités latentes de Louise se manifestent et qu'il doit lui faire gagner du temps. Mais Ward continue de les attaquer et endommage encore plus le moteur, créant de la fumée alors que l'avion commence à descendre. Saito réalise que l'avion est trop endommagé et qu'il n'a plus aucun contrôle. Alors que Ward fonce pour le coup final, Louise libère sa magie et une immense lumière blanche est produite qui recouvre tout le ciel, enveloppant Ward et réduisant le vaisseau de guerre en miettes sous le regard des spectateurs d'en bas. Quand la lumière s'estompe, Louise tombe inconsciente dans les bras de Saito. Il tente de reprendre le contrôle de son avion mais n'y parvient pas, alors il essaie de faire un atterrissage forcé le plus sûr possible sur de l'herbe. Heureusement, ils atterrissent en toute sécurité alors que l'éclipse se termine. Tabitha et Jessica marchent vers le vaisseau brûlé, admirative et incrédule que Louise ait pu faire cette magie. Soudain, Cromwell sort hébété et utilise immédiatement son anneau pour forcer les deux filles par à terre. Elles sont incapables de faire quoi que ce soit quand Guiche assomme simplement ce bonnet et le met KO tout en leur disant que Folk s'est enfui. Louise se réveille enfin et le réprimande pour avoir manqué l'éclipse et détruit son avion. Mais il lui dit qu'il a décidé de rester ici avec elle, ce qui la rend heureuse, et ils se réconcilient enfin. La guerre est enfin terminée et les héros reçoivent des médailles d'honneur. Louise retourne les montrer à Saito, mais le trouve absent. Elle part donc à sa recherche à travers les pelouses et les jardins, seulement pour le retrouver en train de parler avec Siesta une fois de plus. Il l'aperçoit et prend peur alors qu'elle sort sa cravache, prête à le discipliner une fois de plus. Un certain temps s'est écoulé et Saito se retrouve de nouveau à l'intérieur de l'avion, volant vers l'éclipse, tandis que la marque sur sa main brille intensément. Il entre dans l'éclipse qui agit comme un trou noir. Après l'avoir traversé, il ouvre les yeux et découvre de nombreux bâtiments d'apparence familière. Il regarde les affiches et les gens pour finalement réaliser qu'il est de retour au Japon. Il vole à travers les rues, heureux d'être de retour. Il regarde à ses côtés pour trouver Louise mais ne trouve personne et commence à la chercher, seulement pour réaliser qu'il est venu ici tout seul. Soudain, tous les souvenirs affluent. Comment il a été déposé dans ce monde magique où il s'est fait tabasser par Louise et a même combattu dans une vraie guerre, tout ça pour revenir dans son propre monde, mais il se met à pleurer en réalisant qu'il n'y a aucun sens à vivre sans Louise. Il crie son nom et supplie d'être renvoyé auprès d'elle quand le levier de l'avion se brise en deux et qu'il commence à piquer du nez vers le sol. Et juste au moment où il touche le sol, Saito se réveille de son rêve, se retrouvant par terre, étant tombé du lit. Louise se réveille et lui demande ce qui lui arrive, mais Saito est si heureux de la voir qu'il court simplement la serrer fort dans ses bras, disant qu'il ne veut jamais la quitter. Cela la fait se sentir vraiment bien, mais cette femme, sa tortionnaire, le pousse au sol avant de lui dire de se rendormir. Saito se lève silencieusement et se recouche avant de s'endormir. Le lendemain, de retour au château, la cérémonie de couronnement a lieu. Henriette va être couronnée reine de Tristan pour sa performance lors de la dernière guerre, où elle a réussi à sauver leur pays d'une destruction totale. Elle ne semble pas très intéressée par le titre, mais le ministre affirme que Tristan est toujours en danger et qu'ils ont besoin de son leadership plus que jamais. Toute la ville semble être dans une ambiance festive, prête à célébrer son couronnement. Pendant ce temps, Cromwell est enfermé dans les cachots qui sont violés par une femme inconnue. Elle s'approche de la cellule de Cromwell et lui dit qu'elle est déçue par lui. Cromwell commence à la supplier de lui donner une autre chance et affirme qu'une magie inconnue soudaine a créé une lumière qui a détruit toutes ses armées. La femme semble en prendre note avant de lui montrer l'anneau violet et de l'utiliser pour le tuer. De retour à l'académie, Louise et Saito se préparent à sortir pour regarder le défilé. Mais avant de partir, Louise lui donne une paire de lunettes d'allure bizarre qu'elle prétend être un héritage familial et dit à Saito de les porter car elles lui iront bien. Saito les met mais est incapable de les retirer ensuite, ce qui semble être le plan de Louise. Ils sortent. Il aperçoit Siesta et va immédiatement l'inviter à aller voir le défilé avec eux, mais elle refuse et soudain, les lunettes de Saito s'illuminent. Louise arrive par derrière et lui dit que ce sont des lunettes spéciales qui s'illuminent chaque fois que celui qui les porte regarde quelqu'un d'autre que son maître avec des arrière-pensées. Elle utilise sa magie de la foudre pour le choquer. Elle le traîne ensuite sur la pelouse où il rencontre Guiche et Blondie qui semblent aussi aller voir le défilé.
Saito finit par regarder Blondie et ses lunettes s'illuminent une fois de plus, blessant Louise qui le choque encore, effrayant même le directeur qui envisage sérieusement de les renvoyer de l'école. Elle le traîne encore une fois, il aperçoit Jessica, ses lunettes s'illuminent et il reçoit une punition avant d'être traîné à nouveau et il voit Tabitha et reçoit une punition. Ses lunettes continuent de s'illuminer dès qu'il voit des filles, par habitude, tandis que Louise s'assure qu'il est correctement puni pour cela. Ils sortent enfin et Saito décide de se couvrir les yeux pour ne rien voir tandis que Louise est prête avec sa cravache au cas où. Soudain, ils entendent du bruit et s'approchent pour voir la princesse descendre la rue aux côtés de tout son entourage. Louise dit à Saito de regarder la princesse, ce qu'il fait, et elle est aussi belle que jamais, ce qui fait s'illuminer les lunettes de Saito une fois de plus. Cela met Louise hors d'elle et elle le choque jusqu'à l'oubli, effrayant tout le monde alors que les gardes deviennent alertes et les encerclent, tandis que Saito est inconscient. Ils sont capturés et emmenés au palais où Louise se voit refuser l'entrée pour rencontrer la princesse. Elle sort sa baguette de colère, mais une des gardes aux cheveux courts, une américaine, pointe une arme sur son visage lui disant de lâcher sa baguette. Louise lui dit de libérer Saito car il n'a rien fait et que c'est elle qui a causé l'explosion, mais elle refuse. Pendant ce temps, Saito est enfermé dans les cachots. Il essaie avec colère de jeter les lunettes, mais s'arrête en pensant que si les choses continuent ainsi, Louise épousera un riche aristocrate, tandis que lui ne fera que regarder de loin comme un chien et la soutenir pour n'être connu que comme un perdant après sa mort. Il s'allonge sur le sol en rêvant de la princesse quand soudain, il est réveillé de son rêve par la princesse elle-même qui lui dit qu'elle est là pour le voir. Il lui dit qu'il n'a jamais rêvé d'elle, tandis qu'elle lui prend les mains et lui dit qu'elle a une faveur à demander. Saito commence à penser à la princesse une fois de plus et reçoit un coup de poing au visage d'Agnès qui le met à terre, tandis qu'elle sort son arme et la pointe sur lui. La princesse lui dit de reculer car elle veut lui parler seule et Saito la taquine par derrière, ce qui lui vaut un nouveau coup de pied à la tête avant que la princesse ne l'arrête et elle sort. La princesse lui dit qu'elle l'a vu, lui et Louise, utiliser une magie jamais vue auparavant qui a mis fin à la bataille sur le champ et qu'elle veut leur aide une fois de plus. Elle explique que les ministres et les généraux lui conseillent de marcher sur Albion immédiatement pour profiter de leur victoire et mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Mais elle ne veut plus de bain de sang et souhaite mettre fin rapidement à ce conflit pour lequel elle aura besoin de leur aide. Elle lui dit qu'ils sont l'un de ses très rares alliés et il finit par accepter. Elle le remercie et lui dit de rester à l'académie avec Louise pour l'instant, mais d'être très prudent car il y a beaucoup d'espions. Elle lui révèle aussi que quelqu'un a infiltré les cachots et tué Cromwell. Elle pense que cela ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne, car les serrures de la porte étaient multicouches et seul un complice interne peut les ouvrir. Ensuite, le meurtrier est entré et a utilisé son sort magique pour aspirer complètement la vie de Cromwell, car seul son corps extérieur est resté. Henriette le regarde et lui dit qu'il peut lui demander tout ce qu'il veut, et elle le lui donnera pour l'aide qu'il lui a apportée. Mais avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit, la princesse ordonne à Agnès de laisser entrer Louise, et elle entre la tête baissée, ce qui effraie Saito. Il se précipite immédiatement dans le coin, lui disant qu'il ne regardait pas la princesse, mais Louise se met à pleurer et lui saute dessus, s'excusant de l'avoir attaquée et disant qu'elle était très inquiète pour lui. Saito la regarde avec amour et la réconforte. À la tombée de la nuit, ils sont dans la calèche et retournent à l'académie, tandis que Louise lui montre un livre spécial donné par la princesse, censé contenir des sorts du vide, mais quand elle l'ouvre, il est complètement vide. Ils y réfléchissent, avant que Saito n'arrive à la conclusion que le livre est une œuvre d'art moderne qui veut dire qu'il faut toujours combattre l'esprit vide. Louise demande à Saito s'il veut rentrer chez lui et Saito répond honnêtement que oui, mais qu'il ne veut pas la laisser seule dans ce monde dangereux et veut combattre les batailles à venir avec elle pour apporter la paix.